Amis internautes fidèles au Vaja Média, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons une grande dame, Madame Pucherit Balé, dans notre émission, l'interview du jour. Avec elle, nous allons échanger sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Bonjour, Madame. Bonjour, Ovaja. Bonjour à tous les internautes. Alors, comment se porte Madame Balé et son organisation? Nous allons très bien, par la grâce de Dieu. Ok. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, nous allons parler de la vie chère. Comment peut-on justifier la flambée des prix observés sur des produits de première nécessité en Côte d'Ivoire, selon vous? La flambée des prix est due à plusieurs dysfonctionnements. Nous avons le fait que le principe de l'économie libérale n'est pas respecté par rapport à certaines filières. Quand on octroie le monopole à certaines entreprises privées, évidemment, il n'y a plus de libre concurrence et donc les prix grimpent. Donc, si on prend par exemple la filière du riz de luxe, elle est octroyée seulement au Carré d'Or, l'entreprise Carré d'Or. Du coup, c'est elle seule qui fixe les prix par rapport au riz de luxe, alors que le riz local ne suffit pas à combler les besoins des consommateurs. Du coup, tous ceux qui se tournent vers le riz de luxe ont des problèmes quant à acquérir ce riz-là. On a aussi les pompes funèbres, même si ça, c'est pas les produits de grande consommation, mais tout le monde perd quelqu'un, tout le monde organise des funérailles et c'est un très gros problème parce que depuis 2017, le monopole des prestations des pompes funèbres a été octroyé à Ivocep, qui est 3 fois plus cher que toutes les 211 autres entreprises qu'on a ainsi mis dans les problèmes, tant par rapport aux employés que par rapport aux familles de ces employés-là, mais aussi par rapport à nous les consommateurs, parce que maintenant nous ne pouvons plus enterrer nos morts selon nos moyens. Il faut forcément se plier au prix de Ivocep. Avant, dans les morgues, il y avait 3 jours gratuits. Maintenant, ça n'existe plus. Quand vous faites 3 jours, même vous payez plus de 200 000, ça devient difficile pour tout le monde. On a aussi l'eau et l'électricité. Avec le monopole de la CIE et de la SODECI, on souffre aussi de beaucoup de tribulations. Donc, on a le dysfonctionnement au niveau de la libre concurrence, au niveau de l'économie libérale qui était censée s'exercer. Mais on a aussi des dysfonctionnements au niveau du ministère du Commerce qui n'arrive pas à maîtriser le contrôle des prix. Et ils n'arrivent pas à maîtriser le contrôle des prix pour 2 choses. La première, c'est qu'ils sont en sous-effectif. Les agents qui doivent exercer ce contrôle-là ne sont pas nombreux. Mais la deuxième chose, c'est que certains parmi eux pratiquent la corruption auprès des commerçants. Et ça, même les boutiquiers de quartier s'en plaignent. Quand ils viennent, ils raquettent. Donc, ça fait que tout ça, ça joue sur les prix. On a aussi le problème même du racket en général, avec tous ceux qui sont sur les routes, donc les éléments du ministère de l'Intérieur, les éléments du ministère de la Défense, les douaniers, tous ceux qui contrôlent sur les routes, qui raquettent les commerçants. Ça aussi, ça se répercute sur les prix des produits. Donc, globalement, ce sont toutes ces raisons-là qui font qu'il y a une flambée des prix. Alors, avec ce que vous venez de dire, comment mieux comprendre cette cherté-là? Bon, la cherté de la vie, elle est globale. Tout à l'heure, on parlait de la flambée des prix de grande consommation. Mais quand on parle de la cherté de la vie, on a plusieurs pans de l'économie. On a les loyers. Les loyers, tout le monde est obligé de se loger. Les loyers sont chers, les cautions sont élevées, alors que le gouvernement a pris une loi où on impose en principe seulement 4 mois, 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Et le gouvernement ne prend pas les dispositions pour faire respecter cette loi-là. Si on ne peut pas agir sur le prix des maisons, parce que c'est chacun qui construit sa maison, c'est chacun qui sait ce qu'il a mis dedans, c'est chacun qui la vend au prix qu'il veut, mais au moins pour les cautions, le gouvernement devrait prendre des mesures pour pouvoir contrôler l'application de cette loi. Donc, il y a les loyers, il y a la nourriture, évidemment, puisque nous sommes obligés de nous nourrir. Et ça, on parlait de tout à l'heure, pourquoi il y a la flambée des prix. L'autre raison qui explique aussi la flambée des prix qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure, c'est le fait que ce n'est pas l'État qui maîtrise certains commerces.
Vous prenez par exemple une dame du vivrier, c'est son argent qu'elle investit, c'est des business personnels. C'est son argent qu'elle investit pour se mettre dans ce commerce-là. Elle va prendre ses produits. C'est elle qui sait ce qu'elle subit dans toute la filière avant d'arriver au consommateur. Donc, l'État ne peut pas véritablement agir sur les coûts parce que c'est pas lui qui convoie les produits vers les consommateurs. Mais si l'État prend les dispositions pour régler les problèmes de raquettes, c'est sûr que elles vont faire leurs produits beaucoup plus moins chers. Donc, on a la nourriture en général, mais on a aussi d'autres produits de première nécessité qui sont manufacturés. Quand on prend l'huile, par exemple, c'est vraiment grave parce que sur tous les marchés, en fait, les commerçants pratiquent les prix qu'ils veulent. Et ça varie selon les quartiers. Par exemple, hier, moi, j'ai pris mes prix à Nono. Hein? Chez le boutiquier, vous avez l'huile à 1200. Mais avant-hier, à Cocody, il y a une femme qui m'a interpellée pour dire qu'elle vient d'acheter le litre d'huile à 1400. Vous voyez? Pour la viande, c'est la même chose. Le kilo de viande était à 2500. Aujourd'hui, il est à 3000 francs sans os, mais avec os plutôt. Mais sans os, ça varie selon les marchés. Ça va de 3200 à 3600. Donc, il y a vraiment une anarchie généralisée au niveau des coûts des produits alimentaires. Maintenant, on a le transport. Là aussi, c'est un gros problème parce que le transport est organisé carrément comme une mafia. C'est-à-dire que je ne suis même pas sûre que le ministère lui-même puisse maîtriser ce qui se passe sur le terrain. Vous sortez le matin, le transport de votre maison à votre travail peut coûter 300, mais quand vous rentrez, on va vous dire c'est à 500 francs. Surtout aux heures de pointe, les commerçants font vraiment ce qu'ils veulent. Et même dans le transport interurbain entre Abidjan et Beaunois, avant on était à 300, après on est passé à 600, maintenant on est à 1000 francs. Mais vraiment, on ne sait pas sur quelle base toutes ces augmentations-là se font, mais dans le transport, il y a une véritable anarchie. Et c'est tous ces dysfonctionnements-là qui contribuent à la cherté de la vie. Alors, avec tous ce que vous venez de révéler, est-ce que vous, à la tête de ACI, vous avez des solutions pour cela? Oui, bien sûr, il y a des solutions. Le vrai problème, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique. Le 30 juin, quand nous, on a fait notre conférence, le Premier ministre est allé le lendemain 1er juillet sur les marchés, il a promis des mesures urgentes. Aujourd'hui, nous avons passé le 1er août, il y était le 1er juillet. On n'a pas vu d'action urgente qui se ressentent concrètement dans le panier de la ménagère. Je ne sais pas quelle est leur notion de l'urgence, mais jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vu. Ils ont par contre annoncé 8 mesures. Mais en réalité, ce sont des mesures qui concernent le travail qu'eux, ils devraient faire, qu'ils ne font pas. Quand par exemple, on vous dit, ils vont encadrer les prix pour certaines filières comme le riz, le bétail, bon, tout ça c'est de la démagogie. Ils vont encadrer ça comment? La solution, elle est simple. Comment? Ils ont leur manière d'encadrer. Non, mais l'encadrement, là, c'est leur rôle de le faire depuis. C'est pas parce que maintenant on se plaint, ils vont annoncer des choses qu'ils devraient faire, qu'ils ne font pas. Encadrer le riz. Il suffit simplement de libéraliser la filière du riz, que tout le monde puisse importer le riz de luxe au lieu de donner le monopole à Carré d'Or. Tout de suite, vous allez voir que les coûts du riz vont diminuer. Donc, si on casse les monopoles, on va diminuer le prix de tout ce qui est concerné par les monopoles. Si on encadre les producteurs locaux de riz, on va accroître la production de riz. Si on accroît la production de riz, on ne sera plus lié au riz importé. Mais là encore, il faut de la volonté politique puisque on avait depuis des années au ministère de l'Agriculture un programme national pour le riz. On n'a pas vu véritablement les répercussions de ce programme-là. Ensuite, on a même créé un ministère pour la promotion du riz. Malgré tout ça, on ne voit rien sur le terrain qui fasse que on s'autosuffise en riz. Donc, le gouvernement doit prendre des dispositions pour encadrer tous les producteurs de produits locaux afin d'accroître leur productivité
Et c'est sûr que si la productivité est accrue, les produits seront moins chers sur le marché. Il y a beaucoup d'autres solutions, comme par exemple l'ouverture des frontières. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la viande nous vient du Burkina, la viande nous vient du Mali, mais quand les frontières sont fermées, évidemment, ça accroît le coût de la viande puisque le bétail ne peut plus entrer librement en Côte d'Ivoire. Donc, si on ouvre les frontières terrestres et qu'on prend toutes les mesures qu'il faut par rapport à la COVID, ça va agir également sur la baisse des coûts. Ensuite, on a, comment on va dire, il faut discipliner même les agents du ministère. Non seulement il faut augmenter le nombre d'agents qui font le contrôle, mais il faut les discipliner. Il faut qu'ils arrêtent de racketter les commerçants, qu'ils fassent correctement leur travail. Ils ont parlé du contrôle de la norme NI par rapport au pain. Mais est-ce que dans leur personnel, ils ont des personnes qui sont qualifiées pour le contrôle qualité? La réponse est non d'après nos investigations. Donc, il faut renforcer les capacités des agents du ministère, tant par rapport à leur nombre que par rapport à leurs compétences, pour que le contrôle s'exerce de façon plus sérieuse. Donc, il y a beaucoup de solutions. On va les livrer toutes lors de notre conférence de presse du 7, mais déjà, voilà ce que je peux dire. Ok, donc on attendra le 7. Mais juste avant le 7, oui, le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, parlera à la nation. Quelles sont vos attentes? Le principal problème, en dehors de la cherté de la vie aujourd'hui, c'est la réconciliation. C'est la réconciliation. Et donc, on a des conditions pour la réconciliation. Il y a l'organisation du dialogue national inclusif qui est vraiment nécessaire et impérieux. Mais ce dialogue national inclusif exige d'autres conditions, notamment la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, les prisonniers d'opinion. Il faut les libérer, il faut permettre le retour sécurisé de tous les exilés. Et donc, la rencontre entre le président Gbagbo et le président Ouattara nous a donné une lueur d'espoir par rapport à la libération des prisonniers, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on espère que le 6 août prochain, le chef de l'État va annoncer des mesures qui aillent dans le sens plus large de réunir toutes les conditions qu'il faut pour que la réconciliation soit effective. Alors, vous parliez tout à l'heure de la rencontre Gbagbo-Ouattara. Que pensez-vous des résultats? Bon, d'après ce qu'on a appris de la presse de leur rencontre, le président Gbagbo aurait demandé la libération des prisonniers. Le président Ouattara n'a pas dit non, mais on attend de voir ce qu'il va annoncer le 6. Toujours est-il que nous pensons que c'est une très bonne chose parce que ça montre à tous les Ivoiriens qu'après avoir été antagonistes, on peut se parler. On peut se parler, ça décrispe un peu, je pense, le climat sociopolitique, ça donne de l'espoir. Maintenant, tout est entre les mains du président Ouattara parce que c'est lui qui décide. Et ce que j'aimerais préciser par rapport à ces prisonniers qui doivent être libérés, c'est que premièrement, la liste qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux comme étant celle que le président Laurent Gbagbo aurait donnée au président Ouattara, cette liste-là n'est pas complète. C'est très important de le souligner parce qu'il y a beaucoup de prisonniers d'opinion, de prisonniers politiques qui sont en prison, qui n'ont pas leur nom sur cette liste. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que les droits de l'homme continuent à être bafoués. Il y a des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de l'attaque d'Autré, qui ont été déférées à la MACA, qui devaient normalement suivre une procédure judiciaire normale, mais qui, pour on ne sait quelle raison, ont été retirées de la MACA pour être réparties dans plusieurs camps de gendarmerie, notamment le camp de Agban, le camp commando de Koumansi et le camp commando d'Abobo. Ces personnes-là aussi sont concernées par la question
Et nous aimerions bien savoir pourquoi on les a retirés de la MACA, pourquoi on les a retirés du circuit normal, dans quelles conditions ils sont et quel sera leur sort. Donc, pour revenir à votre question, la rencontre, les résultats de la rencontre entre le président Laurent Gbagbo et le président Ouattara, c'est l'espoir d'une libération totale de tous les prisonniers, c'est l'espoir d'autres décisions en faveur de la réconciliation. Maintenant, on va tous constater ce qui va se passer. Pensez-vous que la rencontre Gbagbo-Addo aura des retombées positives sur le processus de la réconciliation? C'est une rencontre qui aura des retombées positives, mais pas sur le processus de la réconciliation. Le processus de la réconciliation, c'est quelque chose de global. Et malheureusement, dans le cas de la Côte d'Ivoire, il n'est pas défini. On navigue à vue, on ne sait pas où on va. Il n'y a pas un programme de réconciliation qui a été annoncé, validé, mis en œuvre. Et c'est pour cela que le dialogue inclusif est important. Parce qu'un bon dialogue inclusif national doit donner comme résultat un programme pour la réconciliation. Et ce programme-là va inclure toutes les conditions qu'il faut pour qu'on aille à la réconciliation. Donc, comme dans leur rencontre, il a été seulement question de la libération des prisonniers. La libération des prisonniers, c'est un pan de la question. Ça ne suffit pas pour influencer positivement le processus de la réconciliation. On a les réfugiés, on a les exilés, on a toutes les questions qui n'ont pas de rapport même direct avec la crise, mais qui divisent, qui doivent être prises en compte. Du coup, c'est une rencontre qui donne juste de l'espoir par rapport à la possibilité de réunir les conditions pour la réconciliation, mais elle ne peut pas avoir un impact sur un processus qui n'existe même pas en réalité, puisque on ne sait même pas où on va, on n'a pas défini véritablement la stratégie qu'il faut pour aller à la réconciliation. Mais ACI a sa stratégie. Alors, selon vous, quelle solution véritable pour une réconciliation vraie? Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Okay. Nous, on a élaboré un programme pour la réconciliation qui fait partie de notre cuisine interne. On va la rendre publique quand on sera prêt parce que nous-mêmes, on a dit qu'on allait organiser des assises pour la réconciliation si les politiques ne s'y mettaient pas. N'empêche qu'on a un ministère de la réconciliation. Normalement, c'est à ce ministère-là de proposer une stratégie qui nous emmène à la réconciliation ou de se rapprocher des gens comme nous qui ont une stratégie pour leur faire des propositions. Mais dans tous les cas, c'est à travers le dialogue national inclusif qu'on peut avoir une stratégie consensuelle qui puisse véritablement nous emmener à la réconciliation parce que si elle est consensuelle, chacun prendra sa part de responsabilité dans l'exécution. Alors, croyez-vous qu'un jour on y arrive? On va y arriver. On va les obliger à y arriver. Okay. On n'a pas le choix. Alors, nous sommes pratiquement au thème de notre entretien. Votre mot de fin? Notre mot de fin porte sur 2 volets. Par rapport à la vie chère, on aimerait vraiment remercier tous les Ivoiriens qui se mobilisent pour lutter contre cela. Mais il faut en faire plus. Il faut en faire plus. Il faut soutenir toutes les actions qui vont dans ce sens. Nous, on a lancé une pétition. On a lancé ma vidéo contre la vie chère. Ce matin même, on a lancé une opération où on demande à tout le monde de mettre en photo de profil l'image qu'on a prise dans le groupe Non à la vie chère afin de mettre une pression aussi sur le gouvernement par rapport au discours du 6 août. Et donc, ça, c'est le premier volet que vraiment chacun s'implique parce que cette affaire de vie chère n'a pas de coloration politique, elle n'a pas de coloration ethnique, elle n'a pas de coloration religieuse. Nous sommes tous concernés. Toute la population à suivre notre conférence de presse du 7 août prochain où nous allons réagir sur le discours du 6 août. On va en profiter pour faire aussi notre conférence mensuelle dénommée Regard sur l'actualité. Donc, on veut vraiment remercier tous les Ivoiriens qui nous soutiennent et dire qu'on est ouvert à toutes les propositions par rapport au bien-être des Ivoiriens. On remercie vraiment tous ceux qui nous soutiennent et on souhaite une bonne fête de l'indépendance à tous les Ivoiriens. Okay, merci bien.